En gros, on jette de l'argent aux personnes. En fait, tout le monde a bien compris que c'est pas avec 2000, 1500 ou 3000 séquelles sur son compte en banque qu'on va résoudre des problèmes très graves d'emploi, de retour au travail, de prêts qu'on n'arrive pas à rembourser. Yael Ifrar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Je me trompe si je vous dis si je pense que vous êtes surprise par le plan, en tout cas par l'annonce faite hier soir par Binyamin Netanyahou, surprise et étonnée, on va dire, par cette démarche. Écoutez, en tout cas, c'est sûr qu'elle a été extrêmement soudaine et précédée par aucun avertissement. Surtout que hier, à la commission des finances de la Knesset, on a discuté d'un nouvel élargissement du cadre budgétaire afin de pouvoir couvrir toutes les nouvelles dépenses. Un élargissement 25 milliards de shekels. Non, là c'est 80 milliards de shekels supplémentaires qui doivent être ajoutés, mais effectivement 25 milliards dans l'immédiat pour les mois de juin jusqu'à ce qu'on ferme le nouveau budget. Et effectivement, le Premier ministre a pris tout le monde de court hier soir avec cette annonce d'un cadeau, on peut dire ça comme ça, je crois, un petit peu semblable à ce qui a été fait à Pessah, ce qui nous fait un petit peu craindre quand même, puisque le cadeau de Pessah était juste à la veille du confinement général. Ça nous fait un petit peu craindre des mesures qui pourraient être prises dans les jours à venir, sauf qu'on n'est plus du tout dans la même situation économique. On ne sait pas du tout quelle sera l'efficacité de cet argent. C'est vrai que c'est une théorie économique qui est assez connue. On appelle ça en anglais helicopter money. Ça veut dire que on passe en hélicoptère au-dessus de la population et en gros on jette de l'argent aux personnes. Généralement, cette théorie est considérée comme devant restaurer la confiance. En fait, tout le monde a bien compris que c'est pas avec 2000, 1500 ou 3000 séquelles sur son compte en banque qu'on va résoudre des problèmes très graves d'emploi, de retour au travail, de prêts qu'on n'arrive pas à rembourser, mais c'est censé donner aux citoyens l'idée que l'État est là, que l'État s'occupe de lui et qu'il va pourvoir aux besoins. Je ne sais pas quelle est l'efficacité réelle de cette mesure. Alors, je le disais tout à l'heure, les hauts fonctionnaires du Trésor semblent assez critiques envers une telle démarche. Ils affirment que finalement c'est contraire à toute logique économique et que dans la conjoncture actuelle, donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas obligatoirement besoin se fait sur le compte de ceux qui en ont besoin. C'est un peu ça. Bon, déjà, il faut comprendre que le cadre dans lequel se prennent les décisions économiques en Israël est un petit peu particulier, puisqu'on a des gouvernements de coalition qui sont mus, il faut le dire quand même, très très souvent par des objectifs politiques. Et derrière, on a les fonctionnaires du ministère des Finances qui se voient eux-mêmes comme la muraille de protection de l'État, comme ceux qui veillent sur la caisse de l'État. Et généralement, ils sont extrêmement conservateurs et ils ont beaucoup de mal à vouloir sortir de l'argent de leur poche. Je vous rappelle qu'il y a encore 2 jours, le directeur du Bitoach Leumi, Meir Spiegler, a fait une diatribe d'une très rare violence pour quelqu'un qui gère quand même des milliards de shekels de l'argent de l'État, lorsqu'il s'est attaqué directement à Shaul Meridor, qui dirige le département du budget du ministère des Finances, en lui disait oui, il faut pas rallonger les indemnités chômage, parce qu'après les gens vont rester à la maison, en gros, allongés sur leur canapé, à regarder la télé, ils voudront plus aller travailler. Quand on sait que le montant moyen des indemnités chômage en Israël, c'est dans les 3000 shekels, on voit très bien qu'effectivement, c'est très loin de la réalité. Et le directeur du Bitoach Leumi s'en est pris à lui avec une très grande violence, en disant, on voit très bien que cette personne n'a jamais été au chômage, qu'elle n'a jamais cherché de travail, qu'elle ne s'est jamais levée le matin en ne sachant pas qu'elle allait devenir. Donc il y a cette tension, d'où l'attitude du ministère des Finances. Alors c'est vrai, je veux peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de facilité. C'est-à-dire on va aider les sans-emploi en leur donnant une sorte de filet de sécurité comme l'a annoncé Netanyahou la semaine dernière. Mais effectivement, cela n'encourage pas à la reprise, cela n'encourage pas à la relance. Alors, je ne sais pas si l'initiative de Netanyahou d'hier soir est destinée justement véritablement à favoriser la relance ou si c'est un pansement de plus sur une plaie qui est béante et qui s'ouvre de plus en plus. Vous des systèmes un peu plus créatifs, peut-être comme on fait en Allemagne, où on a donné de l'argent, même en France, où on a donné de l'argent aux employeurs afin de conserver leurs employés, de maintenir une relation entre employeurs et employés, plutôt que de favoriser, on va dire, une sorte de libération de tous les liens qui lient un employeur à ses employés avec le khalat.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'était une erreur très grave qui a été faite au début de la crise. On a voulu, entre guillemets, libérer les entreprises en leur disant ne vous occupez de rien, l'État prend les salariés, et on a coupé le lien entre salariés et employeurs. Et du coup, ça rend très très difficile le retour au travail des salariés. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est qu'au lieu de distribuer de l'argent comme ça dans la poche des gens, ce qu'il faut, c'est le distribuer aux gens qui en ont besoin. Oui. Israël est un des pays les moins généreux du monde pour les indemnités chômage, ce qui fait que la plupart des personnes sont obligées de prendre un peu n'importe quel job déjà en temps habituel. Il faut investir dans la formation professionnelle, mais pas seulement. Il faut un New Deal en Israël. Il faut investir des milliards dans les infrastructures, accélérer les travaux du métro du Gush Dan qui ont déjà pris sur le papier 10 ans de retard. Pour vous donner une idée, il faut accélérer tous les travaux d'infrastructure, construire des hôpitaux, former des médecins. C'est là que l'argent de l'État doit aller. Il ne doit pas aller, comme vous l'avez exactement dit, à mettre des pansements sur des jambes de bois. Cet argent sera oublié demain. Si on donne 3000 shekels à quelqu'un, ça lui fait du bien sur le moment. De toute façon, il ne pourra pas l'injecter dans l'économie réelle puisque les entreprises vont être fermées. Il va y avoir de nouveau un confinement. Ça ne sert à rien. Et dans 3 mois, quand les gens seront au chômage depuis 6 mois, qui ne pourront pas rembourser leur mashkenta, croyez-moi, ils auront oublié cette mesure qui ne va pas dans le bon sens, qui ne va pas dans le sens de l'argent qu'il faut verser aux citoyens qui en ont besoin. Juste un petit point, je vous rappelle que par exemple Chasse hier a poussé une loi très importante qui vise à légiférer sur la sécurité alimentaire. Il y a en Israël aujourd'hui des personnes qui renoncent à des repas équilibrés, qui ne mangent pas à leur faim. Il ne s'agit pas de famine, bien entendu, mais on sait qu'un repas non équilibré, qu'un enfant qui ne mange que du pain, qui ne mange pas assez de fruits, qui n'a pas assez de vitamines, c'est quelqu'un dont la santé sera affectée au long terme. Et ce sont sur ces mesures-là qu'il faut mettre l'argent. Alors, vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou, vous savez, on a longtemps loué les qualités d'expertise en économie de Binyamin Netanyahou, et là on a le sentiment, et dites-moi si vous partagez ce sentiment, que le Premier ministre réagit plutôt qu'il agit, c'est-à-dire qu'il prend des décisions en réaction à un mouvement, par exemple, de protestation qui est en train de s'amplifier, mais il n'y a pas un véritable plan, un plan qui vise à aider d'un côté les citoyens dans la difficulté, mais à relancer véritablement une économie qui est paralysée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, bien sûr, évidemment. Là, pour l'instant, Netanyahou est en perte de contrôle également de sa coalition. Il est dans une situation très compliquée. Il est dans une coalition avec son rival politique principal, Benny Gantz, avec une coalition qui tient très, très difficilement. Il y a au moins une crise de coalition par semaine. Et la révolte je crois que la puissance de la colère et de la révolte des indépendants, des petits salariés, des petites entreprises, l'a pris de court. C'est sa base. C'est une base sur laquelle il comptait, dont il croyait qu'elle était totalement solide et qu'elle ne se déroberait jamais. Et aujourd'hui, il s'avère que ce ne sont pas seulement les drapeaux noirs, ce ne sont pas seulement les anciens militaires qui sont identifiés avec la gauche politique du pays, mais aussi sa propre base qui est en train de s'effriter. Ce sont toutes ces personnes qui sont touchées au portefeuille, qui avaient profité de toutes les mesures qui avaient été prises, qui se sont enrichies dans les années Likoud, on va dire ça, qui aujourd'hui se retrouvent touchées de plein fouet. Et ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est les coutures de la société israélienne qui sont en train de craquer. C'est l'absence de filet de sécurité, c'est l'absence de justice sociale, c'est l'absence de système redistributif de base qui fait que on ne donne aux gens ici que le strict minimum, que les indemnités, que toutes les allocations sont subordonnées à des dizaines de conditions, que si on vous donne une allocation, vous avez plus droit à l'autre, une espèce de c'est ça qui est étonnant, Yael. C'est presque un paradoxe aujourd'hui. Et Binyamin Netanyahou lui-même l'a dit. Moi, je suis libéral, donc ça va. C'est pas dans le. Mais je comprends qu'il y a une situation d'urgence qui m'oblige à faire ce cadeau, cette prime qu'il a annoncé hier soir. Mais d'un autre côté, effectivement, c'est le même Binyamin Netanyahou qui a rasé, on va dire, les allocations familiales en 2004 lorsqu'il était ministre des Finances. C'est-à-dire, on a du mal à avoir une ligne, c'est-à-dire une trame, on va dire, logique dans le comportement du gouvernement. Comment vous expliquez cela ? Parce qu'il n'y en a pas. Le gouvernement, vous l'avez très bien décrit, ne fait que réagir à la situation. Il y a la situation de santé dont on n'a pas parlé. Le problème, c'est que la crise du corona, on est en pleine deuxième vague.
tous les autres pays vont y rentrer aussi. La France est aussi en train de rentrer dans la deuxième vague et on est en train d'improviser face à des situations qui sont inédites. Et comme je le disais, c'est la mise à l'épreuve des structures profondes de l'État, qu'il soit providence ou non, là n'est pas la question, de sa capacité à protéger ses citoyens. N'oublions pas que le confinement, que les fermetures d'entreprises ont été décrétées par l'État. Il ne s'agit pas ici de crise économique, d'un marché financier qui se sont effondrés. Il s'agit de l'État qui a ordonné aux entreprises de fermer et qui après dit aux gens, débrouillez-vous. On encourage effectivement, comme vous le dites, la doxa économique de Benjamin Netanyahou, c'est bien entendu le libéralisme, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'économie, qui la comprend très bien. En Israël, les gens travaillent très dur, travaillent beaucoup, sont créatifs et ça a profité à l'État d'Israël de façon spectaculaire. Sauf qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui ont choisi d'être indépendants, qui ont choisi d'être à leur propre compte, découvrent la face cachée, l'autre côté de la médaille, qui est qu'il n'y a pas de sécurité, qu'ils n'ont pas le chômage et que l'État ne met pas la main, est en train maintenant de mettre la main à la poche pour les aider, mais on voit véritablement des situations tragiques dans des domaines auxquels on pense pas. Comme je vous dis, les concerts, les producteurs, les restaurateurs, les salles d'événements, ces mariages qu'on voyait avec 1000 personnes, des quantités inouïes de nourriture, ce sont des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien et il faut les aider. Alors, il y a un secteur, et je voudrais que vous me donniez une petite réponse à ce sujet, il y a un secteur dont on ne parle pas et qui est pourtant l'un des secteurs moteurs de l'économie israélienne, c'est le high-tech. Est-ce que je me trompe ou le high-tech est resté dans une sorte de bulle économique, il continue à travailler, il continue à se développer en dépit des difficultés, il y a moins de licenciements ou en moins de khalat, de mise en congé sans solde dans le secteur du high-tech. Est-ce que le high-tech pourrait être la locomotive d'une relance économique dans les prochains mois? Écoutez, on l'espère. Vous avez tout à fait raison. Le high-tech a été assez peu impacté par la crise du corona. Bon, certes, on n'engage pas à tour de bras, mais on a aussi très peu licencié. Les entreprises israéliennes sont à la pointe pour tout ce qui est la recherche qui est liée au corona. Et donc, il faut comprendre qu'il y a un temps en retard. Ça veut dire que d'ici 6 mois, 1 an, vont sortir toutes sortes de produits qui vont être des produits dérivés du corona, entre guillemets, que ce soit des applications, que ce soit des produits destinés, à prendre la température, que ce soit évidemment les vaccins, les tests, etc. Les entreprises israéliennes sont très, très bien placées sur ces marchés, y compris sur celui des vaccins, sur celui des tests, sur l'Institut Weizmann, même si la collaboration avec le gouvernement n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, très réussie, mais ça, c'est en raison du dinosaure qu'on a ici, qui s'appelle le ministère de la Santé, qui fonctionne véritablement avec des normes des années 50 et qui n'a pas été capable de les récupérer, de travailler avec eux malgré toute leur bonne volonté. Vous vous souvenez de tous ces investisseurs, de tous ces entrepreneurs de la high-tech qui sont venus se mettre au service du gouvernement, de MyHeritage, de sociétés comme celle-là, et qu'on a un peu traité comme des vanitiers en leur disant écoutez, on n'a pas besoin de vous, on se débrouille très bien. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il en est, évidemment, on se débrouille pas très bien. Donc on espère, vous avez tout à fait raison, que la high-tech constituera un moteur, mais c'est pas maintenant, ça va être dans 1 ou 2 ans. Ce qu'il faut aussi espérer, c'est que ça sera un moteur de réindustrialisation. En Israël, il y a quelque chose de très important, c'est que les sociétés de high-tech font des exits et les productions ne se passent pas en Israël. Or, la réindustrialisation, c'est-à-dire ramener des emplois qualifiés industriels sur le territoire israélien, ça peut vraiment être quelque chose qui peut pousser l'emploi qualitatif par le biais du système des formations professionnelles dont tout le monde parle toute la journée maintenant, mais à qui personne ne sait à quoi il correspond exactement. On peut avoir une rénovation de fond en comble de l'économie israélienne, faire monter les salaires, requalifier les salariés et accéder peut-être à une vraie économie pour Israël du 21e siècle, qui soit pas juste tirée par une toute petite partie high-tech qu'on voit comme une vitrine, mais derrière laquelle vous voyez bien qu'il se passe rien. Est-ce que vous craignez dans l'avenir proche un fossé grandissant justement entre les couches sociales qui étaient déjà défavorisées avant la crise et on va dire les couches sociales les plus aisées, les riches? Ce fossé va se creuser aujourd'hui, même y compris avec la politique, on va dire ce que j'appelais la politique des pansements de Benjamin Netanyahou actuellement? Ça dépend du modèle que l'État choisira, bien entendu. Je veux dire, il y a 2 modèles différents, deux directions vers lesquelles on peut aller. Israël peut choisir, comme le voudrait même le ministère des Finances, de s'aligner sur les pays de l'ouest de l'Europe et de devenir un État-providence raisonné. Ça veut dire avec un filet de sécurité, une sécurité de l'emploi, des prestations qui permettent aux gens d'accéder à une meilleure formation. On peut aussi aller dans la direction des États-Unis. Ça veut dire, c'est la direction dans laquelle Israël va déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et là, c'est la tiers-mondialisation assurée. Ça veut dire on a déjà un problème ici de productivité de l'emploi qui est particulièrement bas.
si on n'investit pas massivement dans les couches de la population qui sont les plus défavorisées, avec la natalité qu'on a en Israël, bien sûr, dans 10 ans, on aura des inégalités qui sont énormes. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est ça qui fait le mouvement social. Il y a une coupure totale entre des élites, moins des élites d'affaires qu'aujourd'hui des élites politiques, et la population qui ne comprend, enfin personne ne les comprend. Je veux dire, à la Knesset, dans le gouvernement, on est dans un autre monde que dans celui des citoyens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et effectivement, toute cette couche qui s'était enrichie dans les dernières années, dont je vous parlais avant, qui est là, en gros, la base malgré tout de Benyamin Netanyahou, est en train de découvrir que ces acquis étaient extrêmement volatiles et que pour construire sur le long terme, il faut que l'État investisse. Donc ça sera le gouvernement qui décidera la direction qu'il veut prendre dans les années à venir. Eh bien, Yael Ifrach, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.